Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast How About the Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Alors au menu aujourd'hui, la review du match de Divisional contre les Texans de Houston, qui a vu la victoire de The Chiefs 23-14 et qui nous permettent d'accéder une fois de plus la 7e finale AFC consécutive pour Patrick Mahomes et les Chiefs, où nous allons rencontrer les Bills de Buffalo, un ennemi tant apprécié que nous rencontrons beaucoup au cours des dernières saisons. Pour vous présenter ça avec moi, c'est son 2e match en tant que starter avec nous. Edwin, comment vas-tu ? Salut tout le monde, salut Hugues. Écoute, moi pleine forme, je suis plein d'énergie, je pense au match de ce week-end, jour et nuit. J'avais tellement hâte de faire cet épisode avec vous, donc j'espère que les auditeurs vont apprécier aussi. Bon, je pense qu'ils vont apprécier. Puis pour discuter de tout ça avec nous, il y a le Yo, le starter indéboulonnable. Bonsoir les copains, comment ça va ? Eh ben ça va. Comme j'allais le dire, c'est presque la semaine ou les semaines les plus stressantes de l'année. À savoir que la saison régulière, c'est histoire de se qualifier en play-off. Et là maintenant, les choses sérieuses ont vraiment commencé samedi. Samedi dernier, nous avons battu les Texans de Houston 23-14, comme je le disais en introduction. C'était un match plutôt plaisant. On a revu enfin Travis Kelce, qui est sorti pour les playoffs. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le match. Il y a eu des bonnes choses, des choses un peu moins bonnes. Est-ce que vous, de votre côté, comment vous avez senti le match ? Du coup, Elvin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match de samedi ? Ouais, Kelce, 117 yards, donc 9e match de playoffs à plus de 100 yards. Il a battu le record de Jerry Rice, le légendaire receveur des Niners. Quand tu commences à être comparé à des receveurs en tant que tight end pour battre des records, généralement, c'est bon signe. Donc, un gros Kelce, on le retrouve au bon moment. Le pass rush, quand même, je pense qu'il a été très efficace grâce à un bon game plan de Spags. Et puis, 8 sacs au total. Karlaftis, surtout en deuxième mi-temps. Omenihu, qui était très bon en première mi-temps. Chris Jones, qui, mine de rien, a bien joué et a assez peu joué. 76% de snaps seulement. Donc, c'est un de ses plus bas total de snaps. Donc, c'est plutôt bon signe. Il arrive en forme. Il avait été un petit peu gêné au mollet. Et puis, pour finir juste sur le pass rush, Félix Anudike-Uzomah, vous savez combien de snaps il a joué ? Non, vas-y, j'ai pas regardé. Il a joué 6 snaps. Et sur les 6 snaps qu'il a joué, il a fait 3 plays qui ont vraiment impacté le match. Donc, 50% de ratio, alors qu'il a joué que 6 snaps, j'ai halluciné. Efficace. Ouais, c'est clair. Je sais pas, après, pour continuer juste vite fait sur la défense, hein, mine de rien, quant à Watson avec McDuffie, c'est quand même autre chose pour couvrir les receveurs. Hein. McDuffie, il était sur 32 routes que Nico Collins a couru. McDuffie, il l'a couvert 22.
Donc, avec en moyenne 1 yard de séparation. Donc, en gros, il était accroché à la culotte de Nico Collins tout le match, quoi. Et puis, pour le coup, alors que j'ai tendance à le critiquer souvent, le fait que Watson revienne, Shamari Connor a fait peut-être son meilleur match, j'ai trouvé. Donc, ça, plutôt positif. C'est vrai que le retour de Jalen Watson derrière, ça redistribue un peu les cartes. Et puis la configuration arrière, là, je voyais là du coup Justin Reed qui disait que ça y est, ils sont enfin en place pour mettre en œuvre le plan de Spag sur la fin des playoffs. Donc tu sens vraiment que que cette défense, c'est vraiment tout un programme, vraiment des choses qui vont chercher très loin. Et là, du coup, il disait que voilà, c'est maintenant ils sont prêts pour mettre le plan en place. Yes, au bon moment. Et c'est au bon moment, ouais. Et toi, Yo, du match, qu'est-ce que tu en as pensé? J'en ai pensé que, oui, Travis Kelce de retour comme par hasard. Voilà, j'ai envie de dire comme par hasard, quoi. C'est hashtag le flambeau, comme par hasard. Non, mais voilà, Travis Kelce, et voilà, de toute façon, j'aime pas dire voilà, à chaque fois, je le répète souvent dans mes phrases, je trouve ça nul. Non, Travis Kelce a montré quel joueur il était, quel joueur impactant il pouvait être. J'ai pas compris comment les Texans ont pu défendre sur lui, à le laisser aussi libre. Bon, tant mieux pour nous. Alors qu'ils ont quand même des defensive backs quand même qui étaient omniprésents de toute la saison, avec beaucoup d'interceptions, beaucoup de jeux dominés aussi par leurs defensive backs. Mais voilà, donc Travis Kelce a montré son talent, il a montré qu'il n'était pas en fin de carrière, hein, bien évidemment. Il a montré qu'il était prêt pour les playoffs. Et voilà, donc ça a été vraiment bien pour lui. Un jeu à la course où on a vu un Kareem Hunt qui est plus en jambes que Pacheco quand même, mais c'est quand même pas le. Mais il a pris les yards qu'il fallait pour continuer les jeux et ainsi de suite. Notre O-line n'a pas été bonne en début de match, j'ai trouvé, même si on a pu marquer 6 points, on n'est pas bon, on se fait manger clairement. Sauf Jawan Taylor. Les 3 premiers drives, oui, sauf Jawan Taylor qui fait que, je crois qu'il met que sur tout le match, je crois c'est 2 pressions, je crois qu'il suit. 2 pressions, une seule où on a vraiment vu l'impact, mais 2 pressions et il avait des clients en face. Donc en fait, on le voit souvent avec ses false start et donc on lui tombe dessus. Mais mine de rien, je trouve qu'il fait le taf en protection depuis quelques temps. Il protège, on l'a vu l'année dernière au Super Bowl aussi, il protège très très bien Mahomes. Voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. On aurait le même à gauche, il y aurait, je pense que ça irait très bien, quoi. Donc, oui. mais bref, voilà. Et j'ai trouvé le plan de jeu d'Andy Reid a été parfait en fait parce que les 2 premiers drives, passe courte. Et d'un seul coup, on arrive le 3e drive, je crois, on punt et on arrive au 4e drive où là, premier ballon, bam, une bombe sur Hollywood Brown qui est. Pour moi, qui est valable au niveau du catch. Alors, elle était. Ça dépend pour qui t'es. Si t'es fan des Chiefs, elle est valable. Mais pour moi, elle est valable. Mais sans être trop. Quand je dis moi, je suis assez juste dans mes décisions. Quand je dis c'est pas bon, c'est pas bon. Quand il y a flag, il y a flag. Quand il y a pas, voilà. Pour moi, elle pouvait être valable, discutable. Si c'est. Je pense que si on dirait jette le mouchoir rouge, je pense la review donne assez pour donner la passe complétée à Hollywood Brown. Jeu d'après, rebelote Mahomes, bam, Kelce, jeu plus long. On trouve Kelce dans l'intervalle et là, Kelce arrive au niveau de la red zone. Et là, j'ai dit, voilà, là, ça y est, on a trouvé le truc. Et en effet, on a trouvé le truc tout le long du match. Kelce a été monstrueux. On a à un moment donné, sur une 3e et longue, tu as Xavier Worthy qui catch à 50-50, exceptionnel. Et là, oui, les pieds dans le terrain, là. Faut savoir que j'avais mis la conf en silencieux tout le match, donc je me suis retrouvé à la mi-temps, il y avait 250 messages. À la fin du match, il y avait 380 messages, alors que j'avais checké ceux de la mi-temps déjà. Voilà, c'était assez ouf. Ça fait plaisir que le groupe Twitter réagisse et tout ça. Le groupe WhatsApp, je veux dire, pas le groupe Twitter, le groupe WhatsApp réagisse. Et j'ai bien aimé ce que j'ai vu par moment. On n'a pas eu besoin je trouvais qu'on n'a pas eu besoin parce qu'on avait Kelce, ça marchait. Pourquoi aller trouver des solutions avec Diop, avec Juju, avec Noah Gray ou même Xavier Worthy
ou même Hollywood Brown, parce que de toute façon, Kelsey a fait le match à lui tout seul. Et bluff ou pas bluff de ne pas utiliser les receveurs? Je sais pas si c'est bluff ou pas bluff, mais c'est comme quand tu as la course qui marche. Pourquoi s'arrêter? J'ai envie de dire. Là, tu as la réception pour Kelsey qui marche. Pourquoi arrêter? Ça fonctionne. Pourquoi arrêter? Il est dans l'intervalle. À chaque fois, il est disponible. Pourquoi arrêter? Et je ne sais pas si vous avez vu les 2 premiers drives. Il y a Kelsey, à chaque fois, il est seul. Il lève les bras. À mon avis, ça a été checké à la tablette. Et Mahomes a bien vu qu'après, que Kelsey était toujours libre. Et quand ça marche, c'est comme le jeu à la course. Tant que ça fonctionne, que tu prends 10 yards à chaque course, il faut continuer. Là, Kelsey, pour moi, on n'a pas eu besoin de se servir des autres receveurs. Parce que Kelsey, ça a marché tout le match. Et il n'y a pas eu besoin de s'en servir. Moi, je pense que c'était prévu. Je ne dis pas que c'est caché. Je dis pas que c'est caché. Mais vu que ça fonctionne, pourquoi se servir d'autres plans de jeu? Il n'y a aucun intérêt. Aucun. Tu sais pourquoi je pense que c'est prévu? Parce que Diop n'a joué que 16 snaps. C'est son plus bas total, même comparé au tout premier match où on venait de l'acquérir, c'est son plus bas total. Donc pour moi, c'était prévu de mettre Kelsey en avant et de cacher un peu les receveurs. Mais parce que j'aime bien ces petites théories un peu complotistes que Hugues affectionne particulièrement aussi. Et puis par contre, voilà, juste pour finir, la défense a été monstrueuse, mais avec une O-line catastrophique côté Texan, un CJ Stroud abandonné par sa O-line, mais les sacs, fallait les faire. Et on a vu un George Karlaftis qui a soigné ses stats, qui a été monstrueux tout le match. On a vu pareil, à un moment donné, c'est Shamari Connor. Moi, ce que j'ai adoré, c'est à un moment donné c'est quand Nick Bolton et le coup d'après Justin Reed blitz à fond, mais à mort, et qui passe au milieu et qu'il n'y a aucun O-line qui les touche. Et CJ Stroud, il est obligé de balancer le ballon comme ça. Mais si on fait ça avec Josh Allen, c'est mort. On y viendra après, mais c'est mort parce qu'il n'aura vraiment pas le temps d'adapter son jeu, quoi. Et ça, alors après, il peut s'en aller avec ses jambes, mais ce blitz-là, il est phénoménal parce que les receveurs n'ont pas le temps non plus de faire la séparation. Donc là, c'est le quarterback qui doit sortir le jeu qu'il faut, quoi. Et là, à la vitesse que ça arrive, Justin Reed, même Nick Bolton, il se retient de le saquer parce qu'il a jeté le ballon pour pas avoir de flag. Mais sinon, Nick Bolton, il lui rentre dedans. Ça peut être un fumble ou un truc comme ça, mais là, il avait lancé le ballon. Et juste le petit bémol, Nick Remigio, j'ai adoré son retour. Mais putain, qu'est-ce qui me fait peur avec ses mains, quoi. À chaque fois, il fumble un ballon. C'est chiant, quoi. Parce qu'il fait la différence. Il va, faut qu'il arrête de se laver les mains avant de rentrer sur le terrain. Il met pas de savon, il va. Non, mais puis je pense que le drive est conclu. Tu es dans le camp des Texans. Couche-toi, arrête de slalom entre les joueurs. Il n'y a rien de tel pour perdre le ballon bêtement. Et heureusement, Samaji Perrine, c'est pas la première fois qu'il recouvre un fumble de nos receveurs ou d'une équipe spéciale. Et à chaque fois, il est là pour recouvrir le ballon, Samaji Perrine. Je ne sais pas si on s'en aperçoit, mais il est essentiel là parce que le mec, il recouvre tous les fumbles. Et ça, c'est super énorme. Special teamer. Ça. À noter du coup que Nico Remigio sera le retourneur pendant tous les playoffs si on continue. Michael Hardman est terminé pour la saison. Ah, quel dommage pour Michael Hardman, quoi. Putain, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais sinon, pour en revenir à ça, on a un peu souffert. Pour moi, j'ai un peu souffert sur le drive de retour de mi-temps où là, il monopolise le ballon pendant 10 minutes. Ouais, pendant 10 minutes. Et là, je me dis, là, on souffre quand même. Notre défense souffre. Il y avait 3-4 flags en plus dans le drive en plus. Et en plus, et puis ils ont des troisième et longs qui convertissent et tout. Je me dis là, purée, et là ça pue quand même un petit peu. Ils reviennent à 13-14. Leur kicker rate l'extra point. Et puis là, j'ai dit, là c'est bon, ils ont perdu. Dès qu'il a loupé l'extra point, si c'est perdu, même si on n'avait pas conclu le match. Je me dis, il ne faut pas laisser de chance comme ça contre Kansas City. C'est le deuxième qui loupe en plus. Et puis du coup, j'ai dit, c'est parfait. Et puis après, Patrick Mahomes n'a pas été obligé de forcer son talent. Par contre, le touchdown qu'il met avec Kelsey, et on peut dire ce qu'on veut, hein, mais c'est du Mahomes tout craché. C'est un des lancers, je trouve, typiques de Patrick Mahomes de cette saison. Tu sais, on en a toujours 2-3 comme ça ou qui te restent en tête. Pour moi, celui-là, c'est un des lancers de la saison, quoi. C'était pas de la chance, non? J'ai entendu dans un podcast français que c'était un lancer chanceux, donc c'est pour ça que je voulais vraiment être sûr.
Toi, t'as écouté le podcast de nos adversaires, je pense. Non, même pas. Non, même pas. Non, j'ai pas de temps à perdre. Ah. Donc, Allez. Faut pas être méchant comme ça sert à rien. Petite inquiétude sur notre jeu de course. Parce que moi, j'avais mis Pacheco dans mes flops. Hein. Je trouve qu'il est. Alors, je vais être cruel, mais depuis sa retour de blessure, il est inefficace. Il est toujours dans le mauvais tempo. Il n'a pas toujours le bon gap. Et je trouve qu'il souffre de la comparaison avec Kareem Hunt sur le contact balance, tu sais, de garder l'équilibre. C'est pas les mêmes joueurs, mais non, mais justement, je trouve qu'à un moment donné, tu as besoin d'une vision. Non, mais il faut pas oublier que quand même que Pacheco. Alors, je suis d'accord avec toi hein, là-dessus, on est un peu déçu, mais il faut pas oublier quand même qu'il lui manque son guard titulaire devant lui où il avait l'habitude de prendre les gaps à ce moment-là. Et il faut pas oublier que Pacheco, il revient de blessure. Le temps qu'il retrouve le rythme à 100% et tout, tu sais comme c'est quand tu reviens d'une blessure, tu es coupé dans la saison. Et j'ai envie de dire, tu as quand même Joe Thuney qui est plus ton guard. Parce que quand tu reprends les saisons de Pacheco, ça passait quand même beaucoup côté gauche, même s'il en faisait du côté droit, mais beaucoup côté gauche. Et on sait que Joe Thuney est énorme pour créer du gap avec Renan Frey à côté. Et là, ça marche un peu moins bien aussi. Et Kareem Hunt, on va dire qu'il est beaucoup plus puissant au premier contact. Et on voit bien sur la troisième ou la quatrième qui nous prend en première tentative, il est à toucher 2 fois avant de prendre la première et il gagne encore 3 yards derrière. Donc je sais pas si on se rend compte. Pacheco, il est pas capable. Il a un très bon équilibre au contact, Kareem Hunt. Mais je suis d'accord avec toi. Hein, pour moi, la perte de Joe Thuney en garde, c'est ce qui affecte le plus notre jeu de course. Ça, c'est sûr. Ouais, parce que sur le premier drive, c'est Pacheco qui utilise à chaque fois, même quand il drop la passe, c'est vraiment Pacheco, on veut vraiment le lancer dès le premier drive, et puis au fait, on voit que ça marche pas, puis après, on l'a quasiment pas revu. Donc, mais bon, après, je rejoins, pareil, sur le touchdown de Kareem Hunt, on voit qu'il fait voilà, quand il faut aller la chercher, je dirais, ça passe tout seul. Mais la D-line des Bills conviendra peut-être mieux à Pacheco ce week-end. Je sais pas. Je sais pas. Effectivement, c'est leur faiblesse de course un peu. Je pense qu'on va en reparler parce que ça a à voir avec notre O-line aussi. Bien sûr. Non, mais bien évidemment. Mais sinon, après, notre défense, j'avais dit pas plus de 10 points pour les Texans, je crois, au dernier podcast, ou 14, je sais plus si j'avais dit 10 points, il me semble. Ils en ont marqué 14 et en plus on leur donne 2 poins en fin de match avec le samedi. J'ai mis dans mes flops Raïda qui s'enfuit du stade avant la fin. Ça m'a trop fait rire ça. Je vais reste là, Matt, tu vas où? Mais c'est là que tu vois, tout est contrôlé à Kansas City, il n'y a personne qui panique. On sait qu'on va chercher ce truc-là pour laisser le moins de temps et c'est terminé, le match est fini. Voilà, c'est vraiment le truc. Puis je suis désolé, hein, Léo Chenal, 2e field goal contré de la saison, mais c'est que de la chance aussi. Oui, c'est de la chance aussi, ça. C'est que de la chance aussi. Et ça, je pense que ça peut rentrer encore dans les adversaires, dans la tête de nos adversaires pour le prochain match. Hein. Parce que les field goals contrés, ça reste là à un moment donné. Hein. Non, mais c'est sûr. Et puis, je ne sais pas si vous voyez sur le field goal contré comment Justin Reed, il a les yeux sur le ballon. Et il part tout pile. Bah, tiens, déjà en première mi-temps, il a failli le contrer déjà. Hein. Ouais. Il est parti un peu full start, Justin Reed. Ouais. Oui, heureusement qu'il n'est pas. Oui. Mais comme on a les arbitres avec nous, bon. Exactement. D'ailleurs, je sais pas si on peut dire 2-3 trucs là-dessus, parce que c'est un peu ça qui a fait c'est un peu ça qui a quand même fait l'actualité là cette semaine. Du coup, moi je suis allé creuser parce que je sais pas vous, mais moi quand j'ai vu le direct, effectivement, sur le moment, j'ai trouvé que ces flags étaient généreux. Après, j'ai vu les. Franchement, je te le dis clairement, moi non. Je le dis clairement, non. Ça arrive à n'importe quel quarterback, il y a flag tous les jours. Tous les jours, exactement. Il y a flag aussi. Tous les jours. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis sur le moment, je les ai crus généreux. Après, j'ai revu les vidéos du coup. Et en fait, il n'y a pas de débat. C'est très bien arbitré. Du coup, j'ai un peu creusé pour voir est-ce que Patrick Mahomes est avantagé par les refs? Parce que c'est quand même intéressant. Ou est-ce que les Chiefs sont avantagés par les refs? Déjà, je me suis dit, c'est quand même assez intéressant que la NFL, la Ligue, qui est quand même avant tout un business, veuille faire gagner la 37e ville des États-Unis. C'est un des plus petits marchés quand même de la Ligue. Bon, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'ils mettraient ça en avant alors qu'ils pourraient avoir beaucoup plus d'argent s'ils devaient favoriser des villes comme New York ou Dallas? Mais bon, pourquoi pas?
Et du coup, bah, j'ai vu trois stats qui m'ont interpellé. La première, Kansas City est pénalisé 693 yards de plus que leurs opposants depuis 2018, donc depuis que Mahomes est devenu starter. C'est le 4e différentiel négatif le plus élevé sur cette période. Donc, 4e moins bien traité des arbitres. Vous allez me dire, ouais, mais les flags, ils arrivent en fin de match, quand le match va se décider et tout ça. Ok, donc je regarde sur les 4e quart-temps et sur les overtime où le match se décide à un score. On a le 7e différentiel négatif. Il y a 32 équipes dans la Ligue. 7e différentiel négatif sur 4e quart-temps et overtime. Donc, bon, c'est pas ça. Deuxième information, Kansas City est l'équipe la plus pénalisée en total yards depuis 2018, depuis que Mahomes est le starter. Total yards, plus pénalisé. Bon, ok, mais c'est pas sur une question de flag en général, c'est juste sur les roughing the passer. Ok, on va regarder alors sur les roughing the passer. Mahomes, en fait, il est dans la moyenne basse. Aux dernières stats que j'ai trouvées, il est le 28e QB avec 0,59 flag pour roughing the passer tous les 100 snaps. Donc 100 snaps, 0,59. À votre avis, qui est le leader? C'est Josh Allen. Et voilà, c'est Josh Allen avec 0,94 flag pour roughing the passer tous les 100 snaps. Donc, à noter quand même que certains vont dire oui, mais c'est parce qu'il court beaucoup plus. Non, un quarterback qui court n'est plus considéré comme passeur, donc il ne peut pas avoir un flag de roughing the passer. Ok, donc ça ne marche pas là-dessus non plus. Bah, en fait, c'est quoi du coup? Bah, c'est quoi? C'est qu'on est une dynastie et que ça gêne tout le monde, qu'on gagne et qu'on continue de gagner. Donc, désolé d'être une dynastie. Il va falloir faire avec nous pendant quelques années encore. Ah, puis du coup, tu as totalement raison. Après, les chiffres sont là. Et puis, le passage là, je vais le clipper sur Twitter. Après les chiffres, il y en a qui disent oui, mais après les chiffres, tu dois faire dire ce qu'on veut. Voilà, je pense que ta démonstration était très claire. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais à la fin, c'est Jalen Watson en conférence de presse qui dit qu'à l'époque, les équipes qui perdaient trouvaient des arguments d'hommes pour se défendre. Maintenant, on se réfugie derrière l'arbitrage pour excuser une défaite. Donc, c'est marrant parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, moi, un de mes plus gros crève-cœurs, c'est quand on a perdu, alors il me semble que c'est contre les Patriots, la finale de conférence, là, ou la première année de Mahomes, quoi. Et je crois même que c'est dans ce même match-là que on termine, je crois, sur une 3e ou une 4e, peut-être même, que Tom Brady tente. Et Chris Jones se prend, je crois que c'est le même match, hein. Chris Jones se prend un roughing the passer en envoyant un coup sur le torse de Tom Brady. Sauf que les arbitres voient que ça a touché le masque. Ça n'a jamais touché le masque. Bon, ça m'a crevé le cœur. Donc, j'étais vraiment enragé contre les arbitres. La conférence de presse à la fin du match de Patrick Mahomes. Donc, le mec, il est encore chaud, quoi. On lui parle de cette action-là. Regardez sa réponse. Vous la comparez avec la réponse des Will Anderson, des Joe Mixon ou même de leur coach des Texans. Vous avez tout compris ce que c'est qu'un grand joueur. Mahomes, à aucun moment, ne veut critiquer les arbitres. Il dit, bah voilà, c'est d'épisodes comme ça qu'on apprend, c'est comme ça, les erreurs, les arbitres font partie du jeu, etc. Et tu te dis, waouh, le mec, c'est sa première année en tant que starter. Il est sophomore, mais en ayant joué qu'un match la première année. Et il a déjà cette maturité qu'un athlète vétéran va avoir sur comment faire face à l'adversité que tu ne peux pas contrôler, l'adversité des arbitres. Et j'ai trouvé ça hyper la classe, quoi. Donc, ça va un peu avec ce que tu dis, Hugues, sur ce que Jalen Watson avait dit. C'est qu'à un moment donné, faut accepter la défaite, quoi. Non, mais après, pour revenir à ça, voilà, c'est pas grave en soi, hein. Moi, ça me fait doucement rire, c'est tout, j'en rigole. J'en prends plaisir de dire que les arbitres sont avec nous. Ça me dérange pas du tout. Voilà, les gens aiment penser des choses comme ça. C'est comme le Real Madrid, il gagne 3 Ligues des Champions de suite, c'est grâce aux arbitres. Il gagne encore une Ligue des Champions l'année dernière, c'est grâce aux arbitres. À un moment donné, voilà, c'est comme ça. C'est les gens qui gagnent trop, ça gêne. Et on aime ceux qui gagnent, qui sont un peu underdog à côté. Voilà, ça fait partie du jeu. Moi, je l'accepte. Bien sûr. Quand on avait joué contre les Patriots, tout le monde était pour nous. Mais tu vois, il y avait un truc avec les Patriots, c'est que, alors peut-être que c'est moi qui suis un peu biaisé, mais avec les Patriots, toutes les chiffres que je viens de vous donner,
il validait la théorie que les refs les défendaient, tu vois. C'est-à-dire que les Patriots, je trouve, il y avait vraiment un traitement spécial Brady, peut-être. Mais après, on sait très bien que les grands joueurs sont toujours arbitrés différemment que des petites équipes. On le voit toujours, ça existe, ça a toujours existé. Mais moi, voilà, il n'y a pas photo. Les arbitres, le flag qui lance sur Will Anderson, comment ne veux-tu pas le siffler à vitesse réelle? Ce n'est pas possible. Oui, on voit que le. Même au ralenti. Il ne touche pas le casque. Mais au ralenti, Mahomes, il lève la tête. Tu vois bien que la couronne, elle tape juste là. C'est hyper dangereux. Bref. Et puis le deuxième flag, là où les deux linebackers se crachent la tête contre tête et que lui, il est en dessous. Je suis désolé, si c'est Mahomes qui prend le coup de casque, il est KO. Hein, donc, Mahomes prend le coup de casque. Il prend le tout premier coup de casque du linebacker. Ouais. Ça touche d'abord Mahomes avant de toucher le truc. Mais bon. Donc, bref, après, voilà, c'est des débats éternels. C'est des débats sans fin. Voilà. Moi, ce que je voulais revenir sur le match, par contre, j'ai pas. Alors, on s'est adapté quand même, mais notre défense à la course m'a semblé un peu fébrile au départ avec Joe Mixon, qui a quand même pris pas mal de yards. Et voilà, il prend quasiment. Il fait 88 yards pour 18 portées, c'est 4,9 yards. Tu sais que quasiment en 2 tentatives, il a la première. Et ça m'a gêné un petit peu pendant le match quand même, pour revenir plus concrètement au match. Oui. Et je trouve qu'après, on s'est adapté. On s'est mieux adapté, mais il va pas falloir laisser James Cook faire autant parce qu'il peut nous mettre le bouillon, quoi. Alors que c'était une force pendant les 3 premiers quarts de la saison, notre défense à la course, ça passait pas du tout. Moi, je pense que c'est aussi parce que on avait une technique de bracket, tu sais, autour de Nico Collins. Donc du coup, il y avait moins de monde au milieu. Peut-être. Ah bon. Peut-être. Puis tu n'as pas le choix de te tenir en compte aussi Dalton Schultz qui est de l'autre côté, quoi. Tu n'as pas le choix, quoi. Donc voilà. Donc, et puis John Mechie, et puis Xavier Hutchinson, c'est quand même pas des mauvais receveurs non plus. Donc tu es obligé d'en tenir compte malgré tout à un moment donné. Mais voilà, après, moi j'étais stressé. Comme je vous l'ai dit par message, j'avais un mauvais a priori toute la journée. J'ai trouvé le temps long. Je me suis fait 10 fois le match dans la journée. Je me suis dit purée, mais. Et puis tu lis les réseaux, et puis tu te dis merde, il y en a de plus en plus qui disent qu'ils vont le faire. Bon, j'avais grosse confiance en notre équipe, mais tu te dis voilà, il y a un truc qui peut se passer. Mahomes se blesse en début de match, voilà, le match va pas tourner comme tu veux et tout. Et en fait, non, voilà, Mahomes, il gère parfaitement les temps forts, parfaitement les temps faibles. Le seul petit bémol aussi, c'est quand on rend le ballon, je crois, on a 21-14, 20-14. Et qu'on rend le ballon au bout d'une minute 30, je crois, et qu'il reste 5 minutes derrière. Ça va avec le jeu de course. Tu peux pas tuer l'horloge. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'on rende le ballon trop vite à ce moment-là, quoi. Voilà. C'est les 2 points négatifs que j'ai trouvé du match pour moi qu'on doit vraiment améliorer contre les Bills, je pense. Voilà. Après, sinon, là, on en a parlé vite fait, mais pour l'histoire des receveurs, on n'a pas vu du tout Justin Watson. Alors que d'habitude, c'est un joueur qu'on voit quand même pas beaucoup, mais qu'on voit quand même beaucoup. On n'en a vu aucun. J'ai envie de te dire, les autres non plus. Hein. 0,4 de receveurs. Après, cette présence de multiples receveurs, Worthy, Hollywood Brown, Diop, etc., en fait, ça met un peu le bouillon dans la défense, parce qu'au final, est-ce qu'on va couvrir les receveurs? Du coup, Kelce, il en a profité au maximum. Donc voilà, c'est justement le fait d'avoir nombre de receveurs comme ça, je pense que ça, pas que ça panique d'autre côté, mais voilà, ils se disent où est-ce qu'on peut aller. Et puis au final, c'est Kelce qui a tout récolté. Donc est-ce qu'on aura la même recette dimanche, ou alors au contraire, est-ce qu'on ils vont vouloir mettre double team sur Kelce, puis ça va libérer les receveurs. Ça va être intéressant à voir. C'est sûr qu'aujourd'hui, si c'est l'ancien cornerback de Florida, son nom m'échappe, qui va prendre. Kyrie Lam est inactif depuis. Inactif. Il est inactif. Enfin, on ne sait pas encore, mais il est inactif depuis quelques semaines, ouais. Après, si Benford est Benford reviendra, on reviendra peut-être sur les infos. Ouais, les blessés après, on reviendra après. Ouais. Mais ce que je veux dire, tu mets un cornerback qui n'a pas trop l'expérience sur un DeAndre Hopkins en finale de conférence, ça peut faire très mal. Hein. Ça peut faire très très mal. Oh oui. Bref, on va y venir après. Vas-y Hugues, je te laisse la parole, pardon. On passe au top flop du match. Même si on en a déjà un peu parlé.
Ok. Ouais, moi j'ai déjà un peu donné les miens, je pense, en top. Alors, Elvin, ton top, toi, tu t'arrêterais sur qui? Alors, bon, je sais pas qui va le dire, mais comme vous allez sûrement dire d'autres joueurs, moi je mettrais Jawan Taylor, parce que voilà, juste parce qu'on n'en parle pas beaucoup et quand on parle de lui, c'est pour le critiquer sur ses false starts. Moi, il peut continuer de false start autant qu'il veut s'il protège Mahomes comme ça. Enfin, pas autant qu'il veut, non, mais il peut continuer d'en faire un par match s'il protège Mahomes comme ça. Moi, ça me va. Très parfait. Yo, toi, ton top? C'est facile à le dire, je vais le dire Karlaftis, quoi. Furious George. Ouais, c'est un Et toi, ton top? Et toi, Hugues? Alors moi, mon top, j'ai mis Nico Remigio. Alors, c'est pas parce que Elvin, t'es là, mais le fait, j'ai vraiment aimé. Enfin, je vois qu'au cumul, il a 110 yards sur des retours de coup de pied. Donc, je veux dire, ça permet de mettre quand même l'attaque dans une bonne position. Et puis, je trouve que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de. Enfin, je trouve qu'il dans le rôle de returner, je trouve qu'il a un truc quand même. On le voit là, enfin sa remontée de terrain, là, je l'ai vu une paire de fois. Tu vois qu'après il a la balle d'un côté, hop, il est le long de la touche, il repasse la balle de son côté gauche. Et après, ouais, technique de rugbyman un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, jusqu'au 30 yards, juste avant où il se fait plaquer, au fait, il voit que c'est ouvert dans la diagonale. Il vise la diagonale, donc au fait, dans sa tête, il sait déjà où il va aller. Et c'est vraiment au dernier moment qu'il y a un défenseur qui arrive à l'attraper, à le mettre au sol. Et en étant mis au sol, il perd la balle. Et comme Yo disait, Samaji Perrine recouvre le fumble. Mais je trouve, voilà, imagine si tu démarres le match là-dessus. Enfin, je veux dire, Arrowhead est en feu dès le début, quoi. Et si je trouve que c'est une petite étincelle comme ça, voilà, ou même sur un match, rappelez-vous au Super Bowl il y a 2 ans, le retour de punt de Kadarius. C'est vraiment le truc. Enfin, c'est pas grand-chose en soi, mais c'est vraiment, voilà, te donner une bonne position à un moment donné. Ça peut te changer un match. Tu peux reprendre le momentum ou au contraire, voilà, le reprendre ou le confirmer. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment mon top parce que je trouve ça frais, je trouve ça nouveau, je trouve ça fait la petite étincelle et je trouve que ça matche bien. Ouais, toi qui protège la balle, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, on a quand même 131 yards en retour de kick. Hein. C'est énorme, je trouve. Ah ouais, carrément. Et du coup, le flop de votre côté, Elvin, toi, ton flop? Moi, j'avais mis, je reste dans les tranchées, hein, c'est ma position préférée. Moi, j'avais mis Trey Smith. Trey Smith, que je trouve excellent, enfin, en tout cas très bon le reste de l'année. Là, j'ai trouvé qu'il avait fait son plus mauvais match de la saison. Comme les 3/4 de l'O-line, vous me diriez, mais je trouve qu'il a, voilà, il peut, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il voulait éviter la blessure? Est-ce qu'il a pas forcé? Est-ce que c'est, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas trouvé très bon. Ok, après, vaut mieux qu'il soit pas dedans ce match-là. Que... Ah oui, que ça te fasse une piqûre de réveil, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Oui, parce que je crois à un moment, c'est pas lui qui prend un flag, je sais plus pourquoi, pourtant on avait une bonne... Si. Non, ouais. il prend un holding et il a aussi accusé le coup sur un sac du coup qui est passé à l'intérieur. De Denico Audrey, justement, j'en avais parlé la semaine dernière, j'avais dit faites gaffe à leur defensive tackle qui est pas mauvais non plus, il est passé sur Trey Smith. Ouais. Bon, après, il y avait quand même des beaux clients en face. Hein. Je sais pas si vous avez vu la stat, mais nos guards, nos 2 guards et Creedon Frey ont joué. Je sais plus, c'est 100% des snaps ou je sais plus quoi. J'ai vu ça, un truc, c'est un truc de ouf. Comme à chaque fois, je crois. Ouais. Comme à chaque match. Ouais, il joue toujours 100% des snaps, mais par contre 100% des snaps sans pression en saison régulière. Enfin, pas sans pression, sans sac. Sans sac régulière. Ouais. Quand c'était Tunic qui était garde. Ouais, là, maintenant que c'est Caliendo, c'est pas la même mayonnaise. On voit que c'est différent, ouais. On voit que c'est différent. Ok. Moi, je vais dire en flop. Le jeu à la course, voilà. Le jeu à la course. Ouais, Pacheco, quoi. Le jeu à la course, ouais. Je dis pas, pour pas dire Pacheco. Mais j'adore le gars, moi. Je trouve qu'il a plein d'énergie, il a plein de fougue et tout. Mais à un moment, juste techniquement parlant, pour moi, alors je vais me faire des ennemis, hein, mais pour moi, c'est pas un RB1.
Pour moi, c'est Non, un mais RB 1 Ben bis non, mais, ou 2. non, mais c'est Drafter un running back. non, mais tôt c'est un cette année. running back. C'est un running back de comité. Hein. C'est pas un running back. Voilà. Tu peux pas reposer tout sur lui tout le temps. C'est pas possible. Non. Faut aller chercher Scatebo. Pour qu'il vomite sur notre terrain après. Ouais, mais on s'en fout, il est capable de tout faire, lui. Ouais, non, il est fou, ouais. Et puis, quand tu regardes, c'est un peu dans la trempe des Clyde-Edouard Heller, un peu petit, trapu. Tu vois, c'est un peu les mêmes gabarits de joueurs. Donc je me dis, ça peut plaire à Andy Reid, ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bref, on n'y est pas encore. Non, Et mais sinon- on a peut-être des questions des auditeurs. Attends, il y non a Hugues qui va donner son flop, je crois, Hugues. Ouais, moi, le flop, moi, c'est plus la gestion du troisième quart-temps. Là, on leur a trop laissé le temps. Il y a eu plusieurs flags sur le drive et à un moment, il y avait des 15 ou 20 yards pour faire le first down. Et au fait, souvent, CJ Stroud, il avait un problème à la patte, je pense, parce qu'il n'était pas trop bon. Enfin, on voyait qu'il n'était pas à 100% et au fait, plusieurs fois à la course sur une troisième tentative et il arrive à. Il se blesse en première mi-temps, quoi. C'est surtout Ouais. ça. Ouais, Et du son coup, au genou, fait, ouais. c'est ça qui est encore plus rageant. Enfin, tu sais que le joueur, il est limité physiquement et au fait, c'est lui qui est à la course qui va chercher le first down. Donc, je veux dire, sur des matchs importants avec de l'enjeu, enfin, tu perds une dizaine de minutes là-dessus et ils ont la possibilité de revenir à Ouais, mais égalité. il faut quand même un plutôt bon drive, hein, les Texans, quand même. Hein. Ils ont fait un drive vraiment bon. Hein. Ils ont fait Ils font durer un bon drive, mais le truc. je trouve on leur a permis pas mal de choses aussi sur le drive, sans leur retirer tout le mérite, parce que le drive, ils sont allés jusqu'au bout. Mais je trouve qu'on a été plutôt permissif justement sur quelques Ouais, c'est possible occasions. aussi. Ouais. Ok. Voilà, on passe aux questions. Ouais. Attends, Ouais. jingle. Quelle question? Alors, première question, c'est Donovan qui fait partie du groupe. Bills plus compliqué à jouer pour vous. Est-ce que c'est le plus compliqué à jouer par rapport à est-ce que c'était Bills Ravens, je pense qu'il voulait dire. Et dans la même question, il met vous préférez qui après les Eagles ou les Commanders? Donc, je vous laisse répondre, les copains. Alors, vas-y, Elvin. Alors, pour moi, les Bills, c'est ce que je disais au tout début. Hein. Pour moi, le Bills, ça va être notre match le plus compliqué. Si jamais on arrive jusqu'au Super Bowl, ce match-là sera plus difficile que soit les Eagles, soit les Commanders. C'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a un peu vécu aussi. Parce qu'il n'y a qu'un seul Josh Allen. Parce que pour moi, le Super Bowl, depuis quelques années maintenant, c'est la finale de l'AFC. Parce que le vrai grand match, c'est la finale de l'AFC, je trouve. C'est manquer de respect à nos derniers adversaires, mais je trouve que le niveau de jeu de l'AFC Championship Game est toujours très, très élevé. Et Josh Allen, cette année, il marche sur l'eau. Il est impressionnant. Il ne fait plus les erreurs qu'il faisait avant. Donc, pour moi, et en plus, comme tu disais, Yo, en début d'épisode, on est dans la tête des Bills et je pense que émotionnellement, ce match, il vaut tellement pour eux que je ne peux pas penser autre chose que McDermott qui a prévu un plan spécial. On parle toujours de Andy Reid qui cache le playbook, qui a un plan spécial et tout ça, mais Sean McDermott, il a appris avec Andy Reid. Il fait partie du coaching tree d'Andy Reid. Donc le bluff, le game planning et tout ça, il connaît aussi. Et à mon avis, les Bills, mais ça fait très longtemps qu'ils ont marqué le match de playoffs contre les Chiefs dans leur calendrier. Donc très très peur contre ces matchs, contre les Bills. Pour moi, ça va être le plus gros challenge. Après, Eagles ou Commanders, je préférerais jouer les Commanders quand même. Ils ont réussi l'exploit pour moi d'arriver jusqu'à la finale des NFC. S'ils vont jusqu'au Super Bowl, je ne serais pas trop inquiet, sans leur manquer de respect. Je ne serais pas trop inquiet. Ok. Hugues, un avis, toi? Alors moi, je rejoins Edwin sur le fait que les Bills sont sûrement plus compliqués à jouer que les Ravens. Après, moi, je m'étais dit, si c'est les Ravens, ils vont vouloir justement
la revanche de l'année dernière, plus du premier match de cette saison. Donc je me suis dit, ils avaient peut-être une double, voire une triple raison de vouloir absolument gagner, même si en finale, comme ça, ce que tu veux, c'est la remporter, aller au Super Bowl. Mais ouais, pour moi, les Bills, c'est peut-être c'est aussi le rival, on va dire que c'est presque un match de division, quoi. Vu le nombre de fois qu'on s'est rencontrés, je crois que d'ailleurs, je crois qu'on a 10 ou 9 matchs sur les dernières années contre eux, donc quasiment deux fois par saison. Une fois en saison régulière et puis une fois en play-off ou juste après. Donc ouais, ça va être une grosse partie. Puis enfin, je veux dire, après, au niveau de la saison où on est, forcément, tu vas jouer contre un gros adversaire. Donc ça va être un match très, très, très attendu. Et je pense qu'Arrowhead sera chaud bouillant. Et sinon, pour l'adversaire potentiel au Super Bowl, j'ai pas spécialement alors c'est pas de crainte, mais j'ai pas spécialement un adversaire que je redoute plus que l'autre. Je pense que les deux franchises ont des atouts à faire valoir sur différentes parties du terrain. Mais je pense que comme Elvin, le match, la finale AFC sera plus dur que le Super Bowl. Ok, ben moi je te donne mon avis. De toute façon, c'est le match que toute l'Amérique attendait, donc voilà, on va la voir. Le Bills Kansas City ouais, tout le monde voulait ça, tout le monde voulait cette affiche, donc bon, bah maintenant elle est là. Ça va être un match compliqué, hein, on va pas se mentir, mais les Bills se sont pas loupés beaucoup cette année. S'il faut qu'ils se loupent, c'est bien celui-là. J'ai envie de dire. Donc voilà, à voir ce qui se passera, mais ça sera un match très dur. Et on sait très bien qu'avec Kansas City, de toute façon, le match se jouera à 1 point, 2 points, voire 3 points. Je le souhaite. L'année dernière, on a été là-bas, on avait une attaque qui était catastrophique, pas en pleine. On disait, ouais, l'attaque, elle performe pas. Et puis l'attaque a fait le nécessaire pour battre les Bills. Je pense que notre attaque est capable largement de monter en régime là, ce week-end. Voilà, McDermott, pour moi, je miserais pas sur lui pour faire gagner les Bills, je le dis clairement. Moi, ce coach, il m'inspire pas spécialement la grande confiance. Ça reste un très bon coach. Mais dans les moments chauds, il prend pas toujours mais Joe Brady, leur coordinateur offensif. Attention. Ouais, non, mais bien évidemment, il est très fort. Non, mais les Bills, c'est pas. Je vais pas manquer de respect aux Bills. Hein, c'est une grande équipe. Le coach, je dis Sean McDermott, je le critique un petit peu, je l'écorche un petit peu, mais on va pas se mentir. Ça reste quand même un grand entraîneur. Mais par moment, on l'a vu cette année, des fois, il prend des décisions un peu quand c'est chaud. On l'a vu contre les Rams. Contre les Ravens, hein. Et un peu contre les Ravens aussi. Voilà. Attention à ça. Kelsey, il repartira pas en arrière hein, s'il a le ballon devant. Hein. Je le dis clairement, hein, par rapport à Marc Andrews. Bref, après, j'ai rien contre Marc Andrews. Mais le pauvre Marc Andrews, j'ai rien contre lui. Mais bon, ouais. Et puis derrière, j'aimerais les Commanders pour l'histoire. Voilà, pour l'histoire de Jaden Daniels au Super Bowl. Voir son petit rire en coin le jour du Super Bowl, j'aimerais bien. Donc voilà. Deuxième question, ça va être la même. Il y en a deux questions, en fait, deux questions en une. Vous, les solutions pour essayer d'arrêter Josh Allen. Et donc, c'est Donkey Gigio 99 qui pose cette question. Et il y a Donovan qui pose un peu la même question. Mettre en joueur en spy sur Josh Allen est-il la bonne solution? Voilà. J'avais une petite, justement, une petite théorie là-dessus, moi. Alors, spy sur Josh Allen, c'est la question, en sachant qu'on n'a pas mis de spy en match de saison régulière. Ok. Mais de toute façon, on sait qu'une des clés du match en défense, ça va être de contenir les jambes de Josh Allen. Faut savoir que quand tu mets un spy, il y a deux options qui existent. Ou bien tu gardes ton front fort, ta ligne défensive, et du coup tu fais monter un joueur du back seven, donc un DB ou un linebacker. Mais ça veut dire que derrière, tu te retrouves pratiquement à être en défense en man, en homme à homme, quoi. Pratiquement un joueur pour un joueur. Et du coup, on sait qu'ils ont des joueurs qui sont capables, sans créer trop de séparation, par exemple, un mec comme Coleman, qui est capable de t'attraper un contested catch. L'autre solution, moi, vous avez compris, hein, je ne suis pas trop pour cette solution parce que
J'ai pas envie de déshabiller notre back seven. Pour moi, il faut vraiment qu'on réussisse à bien couvrir derrière. Ce sera le seul moyen de mettre la pression sur Josh Allen. Mais l'autre solution qu'on n'a pas trop vue cette année, mais que Spags avait un petit peu tenté l'année dernière, c'est une défense à 3 linemen devant et tu mets un linebacker derrière en spy. Mais du coup, tu déshabilles pas ta couverture derrière parce que tu n'as que 3 linemen devant. Et c'est une solution qui marche assez bien parce que du coup, le quarterback, c'est pas trop où va venir la pression. Tu as tes 3 linemen devant et ton linebacker, il est là juste dédié à surveiller le quarterback. Le quarterback, il peut pas trop s'échapper non plus parce que tu as quand même ton back seven qui est là et ton spy surtout. Et c'est une solution qui, ça marche bien contre nous. Rappelez-vous, les Bengals, ils nous ont fait ça l'année dernière, ils nous l'ont refait cette année. Et ça a très bien marché pour Mahomes parce que Mahomes, dès qu'il commence à sentir un peu de pression, il peut avoir un petit peu de fourmis dans les jambes et vouloir s'échapper. Sauf que là, tu as le spy qui lui tombe dessus directement et il ne peut pas se débarrasser de la balle parce que personne n'est ouvert puisque tu n'as pas découvert ton backfield. Donc, si on doit mettre un spy, il faut que ça soit réfléchi. Et une dernière petit détail là-dessus, on est d'accord que le spy idéal, c'est Leo Chenal, parce que c'est le linebacker le plus athlétique qu'on ait. C'est pas un mauvais plaqueur non plus, mais je pense que ce serait pas idiot par moment de bluffer le spy de Leo Chenal pour finalement, par exemple, l'envoyer en blitz et mettre un autre joueur en spy derrière, tu vois. C'est-à-dire pas garder le même spy avec la même stratégie tout au long du match. Leo Chenal est très fort pour ça, mais Leo Chenal ne pourra pas tenir tout le match au rythme de Josh Allen. Donc à un moment donné, tu ne pourras pas le tenir en... S'il faut qu'il aille plusieurs fois à la course contre Josh Allen, ce sera compliqué. Mais par moment dans le match, je pense le faire est très important. Et moi, je pense que en blitz, on ne l'envoie pas souvent. Mais moi, j'envoie un trou tranquille fracasser Josh Allen en blitz, quoi. Et il demande que ça. Il demande que ça, tranquille. Et tranquille, on ne l'a pas vu beaucoup cette année, mais je pense que ça peut être un élément essentiel. Et on le sait très bien, si nos linebackers font le match qu'il faut, on gagnera le match. Parce que c'est nos linebackers, comme au Super Bowl contre les Eagles, tout ça, comme l'année dernière aussi, malgré tout, contre les 49ers au Super Bowl, quand nos linebackers sont au-dessus du lot, et c'est eux qui nous font basculer le match aussi dans le bon sens. Et nos 3 linebackers sont importants. Chenal, Bolton, tranquille, ce sera vraiment des pièces importantes ce week-end. Et je pense que s'ils ne passent pas à côté de leur match et qu'ils font un match monstrueux, je pense que là, ça peut sentir bon pour nous, quoi. Voilà. Ouais. Et méfiance sur les jambes de Josh Allen parce que tu sais que j'ai regardé il est très fort, hein. Il est très vidéos, fort, hein. Mais non seulement il est très fort, mais moi je veux aussi donner le crédit à la ligne offensive des Bills. Elle est excellente. Elle est excellente, non seulement pour protéger Josh Allen, mais elle anticipe ses escapes. Parce que j'ai revu des trucs où en fait tu vois Spencer Brown, qui est leur tackle droit, en fait il commence à se faire un petit peu bouffer à l'intérieur. Il lâche complètement son rusher qu'il est censé protéger Josh Allen. Il le lâche pour déjà anticiper et aller bloquer côté droit parce qu'il sait que Josh Allen, s'il commence à sentir la pression côté droit, il va partir. Et du coup, il a un temps d'avance pour venir bloquer pour la course de Josh Allen. Et c'est pour ça que la course de Josh Allen marche aussi. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas même qu'il tente pas des fake blocks, mais presque quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tu commences à rusher et tu as l'impression que ton edge va passer. Et en fait, c'est prévu, Spencer Brown lâche leur tackle et il part pour bloquer pour Josh Allen. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient prévu ça. Et de l'autre côté, Dawkins, il est très très loin de son garde. Quand il part sur son premier step, il va très très loin. Parce que je pense qu'il n'a pas peur d'être battu à l'intérieur non plus, parce qu'il sait que Josh Allen va partir côté gauche. Donc je trouve que non seulement ils sont bons techniquement, mais ils sont bons stratégiquement aussi pour gérer cet escape de Josh Allen. Puis moi je trouve que Josh Allen il est très fort sur tout ce qui est étirement du jeu. Et la plupart du temps, les quarterbacks, quand ils étirent le jeu, ils balancent le ballon, ça part en touche, ça part, le ballon est pas réceptionné et tout. Et lui, il étire le jeu jusqu'à temps que son receveur est disponible et il lance le ballon. Et tu dis, c'est pas possible qu'il trouve un receveur démarqué à ce moment-là. Et c'est souvent qu'il arrive à faire ça. Et c'est ça qui me fait très peur dimanche. Mais bon, bref, après, de toute façon, il faut battre tout le monde pour aller au Super Bowl. Là, sinon. Oui.
Bref, prochaine. Hugues, tu avais un avis, toi, là-dessus ou pas? Non, mais sans trop redire ce que vous avez dit. Après, comme Elvin, tu l'as dit, peut-être qu'on peut bluffer, faire un peu de spy à certains moments, le stopper et repartir sur une défense plus classique. Après, sachant aussi qu'on peut le faire aussi pour fatiguer aussi Josh Allen, parce que dans ces positions-là, vaut mieux être chasseur qu'être chassé. Donc, il faut qu'il court, voilà, même s'il va courir de toute façon, mais s'il faut qu'il court, qu'il prenne des coups après derrière, je veux dire, sur un match avec cette intensité-là, ça peut peut-être jouer un peu sur sa lucidité en fin de match aussi. Donc, c'est aussi un point à prendre en compte. De toute façon, on est sûr qu'il lâchera rien, hein, ça c'est sûr. On est sûr qu'il lâchera rien. Don KG Joy dit, mais pourquoi Travis Kelce se réveille toujours quand Taylor Swift est dans les tribunes? C'est les playoffs. C'est juste que c'est les playoffs. Et il y a Quentin qui met un message qu'il a mis aujourd'hui. Pourquoi Hollywood Brown et surtout Diop ont été si peu visés contre Houston? Est-ce provisoire et lié à une adaptation à la défense des Texans? Est-ce qu'on peut attendre plus de ballons pour eux contre les Bills? Ou est-ce un problème plus profond d'intégration de ces joueurs? Aucun problème d'intégration de ces joueurs. Hollywood Brown a créé toute sa connexion pendant le training camp. Ça fonctionnait parfaitement bien. Diop, on a vu que c'était une machine à touchdown quand on voulait. À un moment donné, Travis Kelce, tu l'as dit en début d'épisode, il est à 117 yards. Les Texans ont choisi de ne pas le doubler. Ils se sont dit, toutes les autres équipes de la ligue le font. Mais nous, on a vu, pour nous, il est washed. Le mec, il a déjà la tête à la prochaine tournée de Taylor Swift. On va le laisser tout seul, on s'en occupe pas trop. Bah, il a cuisiné, du coup, Travis Kelce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, à mon avis, c'était aussi un petit peu des deux, c'est ce qu'on a dit. C'est que c'était aussi prévu. Je pense que quand tu choisis de ne faire jouer Hopkins que 16 snaps, je répète, hein, c'est plus bas que ce qu'il a joué son tout premier match quand il venait d'arriver dans les bâtiments. Ah, c'est que c'est un petit peu prévu. On doit avoir un as caché dans notre manche. C'est pas possible. Ouais, moi, je rejoins aussi Elvin totalement là-dessus. Enfin, ça serait quoi l'intérêt de se passer outre volontairement de ces joueurs-là ou de pas jouer avec eux? Il y a Hollywood Brown qui a été targeté, je crois, peut-être 5 fois grand max, et puis Diop peut-être une fois. Et le reste, le reste c'était tout, quasi tout pour Kelce. Donc voilà, je pense que voilà, les joueurs sont là. Ça force à réfléchir au nombre de schémas défensifs pour les adversaires. Et puis voilà, ils se disent est-ce qu'on double team, on double team pas. Et du coup, voilà, tu mets un peu le bouillon dans leur tête, ils savent pas trop. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, Kelce se retrouve tout seul. Et puis voilà, il a fait le travail. Donc non, je pense que c'est totalement des choix éclairés et conscients de la part d'Andy Reid et du coaching staff. Ok, bon, on a répondu à toutes les questions. Allez, les questions ont toutes été répondues. La question a été vite répondue, comme disait un certain Franck. Du coup, on va passer au match que tout le monde attend, qu'on attend tous. On a le cœur qui se met à battre dès qu'on en parle. Le match contre les Bills de dimanche, c'est quoi? C'est minuit et demi? C'est ça. Oui, c'est ça, minuit et demi, ouais. Donc voilà, un peu plus tôt que d'habitude en saison régulière dans ces eaux-là. Donc je pense qu'il n'y aura même pas besoin de réveil. Je pense que tout le monde va faire le petit temps d'attente patiemment. De toute façon, tu dors pas avant. Voilà. T'as le palpitant qui est à 150, tu veux faire quoi? Moi, je dors pas avant, c'est pas possible. Donc, ça peut m'arriver de dormir avant. Voilà. Si le match avant est nul, je vais m'endormir devant. Ouais, il sera pas nul. Bah non, mais tu vas faire 3 fois. Moi, je vais faire 3 fois le tour de mon quartier en courant, je pense, en attendant. Enfin, je sais pas, j'irai couper du bois, j'en sais rien, mais là, moi, je peux pas dormir avant un match comme ça. Donc sur ce match, on est tous d'accord qu'il ne ressemblera en rien au match qu'on a vu en saison régulière. Voilà, mais j'ai listé à peu près 7 ou 8 choses différentes par rapport au match de saison régulière. D'ailleurs, c'était la dernière fois qu'on a vu une interception de Patrick Mahomes, si je ne dis pas de bêtises, c'était le dernier drive des Chiefs. Correct. Contre les Bills. J'ai pas vu le dernier injury report des Bills. Est-ce que quelqu'un l'a vu ou pas? Peut-être Ouais, alors toujours Taylor Rapp qui s'est toujours pas entraîné. Les autres, ils sont en full, je crois. Même celui qui a sa commotion,
il est toujours limité. Non, mais par contre, Benford questionable, Milano questionable et Dawkins questionable aussi. Là sur ESPN, je suis sur ESPN. Donc, alors, tu as déjà le questionable? Non, ça c'était. Non, j'ai sur la fiche du match là. Ouais. Il y a Michael Harman qui est hier, tu as Tupulutu qui est hier, Sky Moore hier, Koshran hier et Schrader hier. Voilà, chez nous. Ouais, mais comment on a. Par exemple, nous sur notre injury report, on avait encore Mahomes qui était. Alors, il s'est entraîné entièrement. Mais Est retourne date 26 janvier. Ok. Donc là, je suis sur ESPN en ce moment là, hein, donc sur la fiche du match. Ouais. Alors après, j'ai pas tout. Après, peut-être que c'est pas tout à fait à jour ou je sais pas quoi, mais apparemment voilà, Dawkins est questionable, Milano questionable, Benford questionable et Rapp questionable. Voilà ce que j'ai là. Et Teron Johnson? J'ai pas là, il est pas dedans là. Ok, donc du coup, parce que c'est quand même lui leur All Pro slot corner. Qui s'est pris un sacré coup. Mais alors, moi, je pense que Taylor Rapp, il va pas jouer parce qu'il s'est pas entraîné encore aujourd'hui. Il s'est pas entraîné la semaine. Et puis que c'est pas, donc c'est leur safety. Hein. C'est pas la plus grosse perte. Derrière, ils ont Bishop, leur rookie. Je pense que ce sera lui. Donc il y aura peut-être un petit quelque chose à aller chercher justement profond. Et pour moi, je fais une petite aparté. S'il y a un match où Worthy doit te mettre plus de 100 yards avec un touchdown de 60 yards, c'est celui-là, quoi. Merci les Bills pour le trade. Worthy, 120 yards, 2 touchdowns. Et bon, si leur safety est out, allons-y, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, Milano, pas sûr. Donc, on va voir ce que ça dit. Mais ça peut quand même changer la donne sur pas mal de choses au niveau de notre attaque. Ce qu'on avait de différent aussi sur ce match par rapport à la saison régulière, ça va être notre tackle gauche. Notre jeu au niveau du poste de tackle gauche était différent en saison régulière. On était sur William Morris, je crois, à l'époque, pendant la saison. Ouais, donc là, il y a Humphries qui est arrivé. Je pense qu'on risque quand même, enfin vous me dites ce que vous en pensez, mais de revoir Joe Thuney sur le poste de tackle. C'est même sûr. C'est même sûr, ouais. Alors, c'est à 95% sûr, je pense. Je dis jamais sûr parce que tu sais jamais, avec l'esprit tordu d'Andy, tu sais jamais ce qu'il a de prévu. Parce que faut pas oublier quand même que la semaine dernière, on joue les Texans. La grosse menace sur le pass rush, c'est leur edge. Danny Hunter, Will Anderson Jr. Cette semaine, on joue les Bills. La grosse menace, alors j'ai rien, Greg Rousseau, c'est un bon rusher, Epenesa, et il fait le taf. Mais leur grosse menace, c'est Ed Oliver au milieu. Et donc, du coup, d'imaginer un match-up 1 contre 1, Ed Oliver, qui est un All-Pro 10 tackle, contre Macaliendo, bon, je sais pas. À voir. Ouais, ça peut. Ouais, ça s'entend. Après, ouais, je pense qu'on dirait de faire le bon choix. Et puis, si jamais ça va pas, ça sera vite changé au cours du match. Une chose qu'on avait beaucoup aussi au moment de la saison régulière et qu'on n'a plus maintenant, c'était toutes les interceptions de Patrick qui ont disparu depuis ce match-là. Donc, au moment de la saison régulière, on avait des problèmes constants avec les séries d'interceptions de Mahomes. Et d'ailleurs, c'est cette interception, il en lance une sur le premier drive et puis une au dernier. Donc, il avait commencé le match comme il avait terminé. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est son dernier match avec une interception. Donc, il y a eu une grosse amélioration des chiffres là-dessus. Par contre, une chose qu'il n'y avait pas en saison régulière du côté des Bills, ils avaient de nombreux blessés. Je pense qu'ils avaient Coleman, ils avaient Kincaid aussi, qui était absent. Là, ils vont être présents. Et Milano. Ouais. Donc, voilà, ça va être d'autres clients, on va dire, par rapport au match de saison régulière. Donc, voilà. Ouais, Kincaid, en plus, dans le slot, c'est quand même notre point faible, quoi, parce que ils ont déjà Khalil Shakir qui est quand même très, très fort. Hein. C'est un très bon slot receveur. Et on a vraiment eu du mal à défendre contre lui. Il faut savoir qu'on est une des plus mauvaises défenses contre les tight ends de la ligue. Ouais. Donc,
s'il vous plaît, ne mettez pas Chamarri Conner 100% de snap. On regarde le tape, c'est toujours le dernier joueur à réagir quand il y a un changement de direction du receveur. Donc, il est très très bon dans ce qu'il fait en run stop. En passe défense, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a Watson qui est revenu. Envoyons Trent McDuffie un petit peu dans le slot des fois pour justement pour fermer ça, bloquer Khalil Shakir. C'est un super match-up les deux. C'est ce que je voyais aussi, moi. Enfin, on met McDuffie sur Shakir dans le slot et puis voilà, chose qu'on ne pouvait pas se permettre en saison parce que voilà, Watson était blessé. Donc là, avec le retour de Watson et aussi le retour de notre pass rush qui a mis du temps à se mettre en place sur la saison. Omenihu. Ouais. Donc voilà, je pense que ça va vraiment être un bon point pour nous de ce côté-là. Et justement, ça rebondit sur les blessés qu'on avait en saison régulière et qu'on a pu. Donc Jalen Watson, t'as Hollywood Brown qui est revenu. Il y a Pacheco qui est revenu aussi. Il y a Charles Omenihu aussi qui est revenu. Là, il arrive encore, il nous en a refait, mais ça a été recouvert. Mais un strip sack comme il avait fait là contre Stroud, comme il avait fait contre Lamar Jackson, j'aime toujours. Il a des bras d'inspecteur gadget, Omenihu. Tu regardes, c'est 35-36 inches. Forcément, lui, il arrive, il va choper la balle hyper loin. Voilà, s'il peut aller choper Josh Allen comme ça, et même s'il n'y arrive pas tout de suite, mais si au moins il peut essayer de l'embêter là-dessus, Josh Allen, ses prochains snaps, il les fera peut-être pas de la même façon. Et puis, ce que j'avais noté aussi, c'est qu'après ce match-là, j'avais noté comme je ne sais pas si on peut dire une régression, mais de la défense des Bills qui avait commencé à encaisser beaucoup de points. Je ne sais pas si ça concordait un peu avec après ce match-là, où je crois qu'ils encaissent plus de 80 points en 2 matchs contre les Rams et contre les Lions, je crois. Oui, c'est ça, ouais, les 2 matchs où c'était des shootouts. Ouais. Donc voilà, après les Bills, leur première partie de saison, c'était plutôt des équipes d'un niveau moins élevé. Et voilà qu'après, quand ils ont joué les Chiefs, voilà, on n'était vraiment pas dedans sur ce match. Mais voilà, les équipes après, quand ils ont commencé à jouer. Ils n'ont pas enlevé leur victoire non plus. Ils ont fait le match qu'il fallait pour nous battre quand même. Hein. Ah non, mais pas du tout. Enfin, tu vois que le Mahomes il lance 2 interceptions. Voilà, tu vois, c'est. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, quand ils ont joué des équipes qui étaient d'un autre niveau, voilà, leur défense a accusé quand même bon nombre de faiblesses. Donc voilà, ça va être. Je pense que maintenant, ça va être totalement différent sur ce match-là. Du coup, Yo, toi, sur le match, qu'est-ce que tu vois le plus? Moi, il va falloir les premiers drives jouer tranquille et du moins jouer tranquille, façon de parler, petite passe courte, et après tu joues tout long. On a bien vu contre les Ravens, ils ont pris le bouillon sur des jeux longs, des tracés derrière les DB et tout, ou des changements de direction au dernier moment qui fait que les receveurs étaient libres. Bateman, c'est quand même pas le meilleur receveur de la ligue, c'est pas le meilleur coureur de tracé de la ligue. Là, tu as Hollywood Brown, tu as Worthy, tu as Diop, Justin Watson. Voilà, il y a moyen de mettre de la vitesse, il y a moyen d'aller très très vite. Tu as Kelsey en plus dans le slot qui peut être exceptionnel. Et là, je me dis, si tu commences à l'alerter, et à trouver la faille sur les jeux longs, et vous connaissez Patrick Mahomes aussi bien que moi, comme par hasard, là, on arrive en playoff, les jeux longs, ça y est, la connexion, elle se fait, quoi. Ça y est, il rate plus une passe comme il ratait les passes. Elles arrivent dans les bras. Celui d'Hollywood Brown, elle a 2 doigts d'être catchée ce week-end. Les passes longues de Mahomes, ça y est, c'est réglé. Hein. On voit bien qu'elles sont plus à mettre devant ou 10 mètres sur la droite à côté qu'elle part en touche directement, quoi. Ça, c'était la confiance en sa protection aussi, hein, je pense. Exactement. Ouais, je dois aller de pair aussi avec. Hein. Je pense aussi. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, si Patrick a un peu de temps pour lancer, on l'a pas trop vu cette année. Et moi, ça m'a choqué contre le match des Ravens. Je pense que là, il y a vraiment une faille à jouer sur la deuxième partie du terrain. Autant la D-line des Bills, c'est très costaud. Il faudra que Mahomes soit bien protégé. Mais si on laisse Mahomes protéger et dérouler, je pense qu'on peut leur faire très, très, très mal. Mais quand je dis très mal, on peut leur mettre tarif sur des jeux comme ça très longs. Et ça sera à eux de voir. Et surtout, quand on se trouve
Surtout quand on se trouve, on va dire, au niveau des 30-40 yards, presque en position de field goal chez nous, du moins déjà en position de field goal avec Butker. Mais, et du coup, là, tu joues long et tu envoies un receveur directement dans la end zone. Et je pense qu'on peut leur faire très, 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 très mal. Ou aux portes de la end zone. Et pour moi, elle est là la clé du match au niveau de notre attaque. Dans le slot, ça sera solide. Ils ont les linebackers pour et tout. On prendra des yards. C'est pas le problème. Mais je pense que voilà, il va falloir. Je pense que de toute façon, Andy Reid l'a vu. Je pense que tout le monde l'a vu ce week-end contre les Ravens. Oui. Et cette faille-là, je pense qu'il va falloir la jouer à 200% ce week-end. Je vois pas comment ils peuvent arrêter nos receveurs avec ces jeux-là. Parce qu'on a bien vu leur faille. Par contre, voilà, il faut que Patrick Mahomes ait le temps de lancer. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Mais je pense que voilà, ça peut se faire. Et il faudra avoir les mains solides pour ne pas catcher les ballons, bien évidemment. Hein, parce que bon, les Bills ne nous laisseront pas non plus marquer facilement. Il ne faut pas rêver. Mais c'est une faille que j'ai vue et que je pense qu'il va falloir adapter très très rapidement, même dès le début du match. Tu fais les 2 premières passes peut-être courtes ou je sais pas quoi. Et la troisième, bam, tu balances une bombe. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Tu vas chercher long tout de suite. C'est mon avis perso. Et après, derrière, notre défense, de toute façon, il n'y a pas photo. Si on veut arrêter le jeu des Bills, il faut contrer Josh Allen, quoi qu'il arrive. Que ça soit sur son jeu de course, que ça soit sur son jeu de passe. Le faire paniquer, ne lui laisser le moins de temps possible pour prendre ses décisions, je veux dire. Le faire douter. Blitz ou pas blitz? Je sais pas. Là-dessus, je sais pas. Josh Allen contre le blitz, c'est pas le plus mauvais. Non, mais quand je te dis, quand tout le monde est pris et qu'il est obligé de courir, c'est là que je veux te dire, quoi, en fait. C'est à ce moment-là que quand il doit prendre sa deuxième décision. On est d'accord. La clé, ça va être la couverture. Tenir sa couverture, quoi. S'il court 2-3 fois et qu'il n'arrive pas à prendre les yards, ça va commencer à le travailler, quoi. Tu vois, ça va commencer à le. Ça va être Josh Allen, ça va être un grand joueur. Hein, ça. Mais à un moment donné, quand tu ne trouves pas la solution, à force, après, tu lances. Et c'est comme ça que tu te fais intercepter, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire, quoi. Le blitzer, je pense que ça soit la meilleure des solutions. Parlait des différences entre le match de saison régulière et ce match-là. Une des différences aussi, c'était l'utilisation de Nazeeh Johnson. Vous savez combien de fois Nazeeh a été visé par Josh Allen? 12 fois. 12 fois. C'est énorme. Il a laissé du coup 9 réceptions pour 103 yards. Et moi, donc, il avait une cible sur lui, Nazeeh Johnson. Connor a été visé 6 fois. Et j'ai envie de dire, on est bien meilleur quand on n'est pas favori sur ESPN. Donc, ils annoncent les Bills favoris à 54,6%. Moi, ça me va très bien. On est les underdogs. Ouais, par contre, Vegas nous met toujours favoris à moins 1,5, je crois. Ouais, Vegas, c'est un peu plus sérieux. Ouais. Non, je déconne. C'est de l'humour. Non, mais après, sur Josh Allen, au fait, il va falloir faire attention sur les 3e et voir les 4e tentatives, parce que tu vas avoir des 4e et 2, même 4e et 3. Ils vont être capables de les jouer. Donc, est-ce que McDermott va être capable de te choquer et faire un fake punt dans son camp cette année? Je sais pas. Ça serait surprenant, mais en tout cas, ils vont tenter. Moi, je suis d'accord avec toi, Hugues. C'est un truc, faut pas. Ils vont tenter toutes les 4e et courtes. Hein. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que notre problème, et ils ont totalement raison. Hein. Ah, bien sûr, ça passe. Mais tu sais, notre problème, c'est pas 3e et courte. Notre problème, c'est 3e et long, nous. c'est pas les 3e et 2, c'est 3e et 9. Ouais, mais nous, c'est quand même très très rare qu'on arrive à stopper en 3e et 1 ou 4e et 1. On n'y arrive jamais. C'est un truc. Truc là-dessus, on n'a pas les joueurs pour faire ça. C'est incroyable. Par contre, il faut qu'on s'attende à jouer. De toute façon, on jouera 4 snaps, ça c'est sûr. Et après, s'ils doivent tenter le field goal, tenter les field goals lointains pour Tyler Bass, ça me va très bien. Voilà. Ouais, puis avec il y aura la pression du public, hein, même si c'est les Bills, c'est un stade où il y a de l'ambiance. Butker n'a pas été le plus serein depuis qu'il est revenu de blessure. Bon, là, il est fait à 100 fautes ce week-end. On verra bien après. Là, justement, vous en avez pensé quoi? Parce que moi, j'ai trouvé que il mettait des touchbacks en kick-off. Chose qu'il avait je pense que c'est un bourreau de travail, Butker. Donc, à mon avis, il n'était pas satisfait de son match de retour. Il sait la pression qu'il a. Il sait que maintenant, ça y est, officiellement, il est censé être le meilleur kicker de la ligue. Il faut qu'il agisse en tant que tel.
À mon avis, il va pas se rater sur ce match-là. Quand on a besoin de lui, on le trouve, Butker. Ouais, Moi, c'est souvent qu'il répond présent. Voilà. Ouais, moi je pense que voilà, il était encore un petit peu gêné. Il y a des automatismes avec Ryza qui lui tient le ballon, tout ça. Mais bon, il me fait pas peur. Ouais, on a été complet là sur le match là pour vous? Ouais, alors moi j'avais juste deux trucs très rapides à dire. Donc on a déjà parlé pour moi, le gros truc, c'est la protection de Mahomes et tout ça. Aussi, quand on arrive en red zone, 6 points, les gars, pas 3. On prend 6 points parce que vous parliez du retour de Nico Remiro. Ok, il nous amène déjà en position de marque, mais on marque un field goal après ça. C'est pas possible. Ouais, là. Pour moi, Mahomes et Andy Reid vont être beaucoup plus agressifs et beaucoup moins conservateurs dans leur façon de jouer et dans leurs appels de jeu qu'à l'aller. Donc, si on arrive à faire ça, Mahomes protégé et qu'on protège la balle, 0 turnover, les gars, préparez-vous. Hein. Le vainqueur de ce match, il gagne le Super Bowl. 3 peats on the way. C'est encore pas fait, mais comme je t'ai dit avant l'épisode, je suis pas stressé, mais c'est pas que je ne pense pas au match, c'est que je stresserai bien assez dimanche. J'ai pas envie de stresser 4 jours avant. mais non, mais bon, après, mes respects pour un respect énorme pour les Bills parce que ça reste vraiment des. Je pense qu'il n'y aura pas eu Mahomes depuis que Mahomes est dans la ligue. Je pense qu'ils auraient déjà été au moins une fois au Super Bowl. Voilà, c'est respect à eux. Ils ont une très belle équipe. On le sait très bien qu'il faut les respecter. On sait très bien que le match va être compliqué. Et moi, c'est la plus belle rivalité de la ligue. Et moi, je vous donne les copains. Oui, parce que les deux en plus se taquinent, mais s'entendent très bien. Et je ne sais pas si vous avez vu Josh Allen la semaine dernière avec Lamar Jackson, comme ça envoyait des pics et que ça envoyait du fion plein pot. Vous avez vu l'interview qu'il a eu sur Mahomes hyper respectueux et tout. Mais bien sûr, mais Josh Allen est très intelligent aussi dans ses conférences et il sait de toute façon ils jouent au golf en saison ensemble. Hein, c'est pas pour rien les mecs, ils se connaissent très bien. Hein, ils se connaissent très bien. Même si Josh Allen est nul au golf. mais bref, voilà. Non mais ce que je veux dire par là, voilà, ils ont un respect énorme mutuel et moi c'est ce que j'admire aussi. Il peut y avoir des clashs de temps en temps ou sur le terrain. Mais on sait très bien qu'à la fin du match, les deux ils se prendront dans les bras et ça restera encore un moment, je pense, très mythique dans la NFL. Et j'espère qu'on ne va pas choke ce match. Ce n'est pas dans l'habitude des kiffs. J'espère qu'on ne va pas le faire. J'espère qu'eux, ils peuvent choquer un peu. Ça m'arrangerait. Ça, je souffrirai moins. Mais ça sera pas non plus. Ça n'arrivera pas. Donc, pas de souci. Ils vont nous faire souffrir quoi qu'il arrive dimanche. Et moi, les copains, maintenant, je vous demande votre score. Pas Hugues. Moi, je dirais un 28-21. Une possession, d'accord. Ok. Ouais. Ok. Je pense que les défenses vont être un petit peu meilleures. Donc, moi, je vais dire 24. Je pense que Taylor Bass va peut-être rater une conversion. Non, allez, 24-20, parce que Taylor Bass a raté une conversion. D'accord. Alors, moi, je dis 27-24. Voilà. 27-24. Je me dis qu'on peut remporter avec un field goal d'avance. Butker dans 10 secondes de la fin, quoi. Tu vois. Stress jusqu'au bout. Overtime. Ouais. Non, pas overtime, mais Butker, dernier drive, Mahomes à la balle, il reste une 50 et on va chercher le field goal. Voilà. En jouant une quatrième et 7 hein, dans le drive. Je vous l'annonce. Ah ouais. Tu penses que. Alors, justement. 4e et 7. Écoute bien, 4e et 7 dans nos 30 yards. Non, 4e et 7 et on prend une pénalité pour un holding. 4e et 17. Bim. Non, mais attends. Il y a un match où il faut être agressif, où on va voir des trucs qu'on n'a pas vu de la saison. Moi, je pense qu'il l'a dit, Mahomes. Hein, lui, ce qu'il aime, c'est gagner. Si en gagnant, il devient le vilain de la ligue, mais il veut gagner. Et je pense qu'il va tenter à la vie, à la mort. Écoute, 4e et 17, et il trouve Juju Smith dans les 30 yards des Bills.
moi, je préférerais Worthy. Moi, j'ai vraiment envie que Worthy leur fasse mal, juste Non, pour mais leur il nous rappeler fait- le il nous- trade et il- tout ça. non, mais voilà, moi, il nous fait une grande saison Worthy pour sa première. Même si je suis pas fan de tout le temps de ce qu'il monte, mais on l'utilise très intelligemment et ce qu'il fait, il le fait très bien cette saison. Et tant mieux. Et avec Rashee Rice et tout ça, je pense que ça va pouvoir apporter beaucoup de choses s'il va pas en prison, bien évidemment. Euh, Ouais. Mais voilà, non, mais Xavier Worthy, voilà, moi, si on l'utilise comme ça en permanence, voilà. Et je pense que là, les jet sweeps marcheront mieux que contre les Texans avec Xavier Worthy contre les Bills. Parce que les Bills seront embêtés seront plus embêtés parce que quand ça va très vite, on voit que autant jouer en poussant, je veux dire, ou en gardant tes appuis, mais en jouant latéralement, je pense qu'ils ont un peu plus de mal au niveau défensif. Quand tu dois jouer latéralement sur leurs appuis, je pense que c'est un peu plus compliqué. C'est mon point de vue perso. Hein. Après, c'est. Ouais, non, ils sont prenables en screen aussi, parce qu'on sait quand même que Ouais. Andy Reid, c'est le magicien des screens. Je pense qu'ils sont prenables. Et justement, hein, on dit depuis le début de la saison qu'une des théories, la théorie préférée de Hugues, le playbook caché, est-ce qu'on va pas voir des plays, parce qu'Andy Reid, il adore ça, les petits screens bien travaillés, les changements de direction. Rappelez-vous ce qu'il avait appelé corn dog, qu'il a utilisé en finale en Super Bowl. Et ensuite en Super Bowl encore l'année suivante, Ouais. où on marque les touchdowns de la gagne, il le fait 2 fois. Il a ces petits plays, Andy Reid, qu'il aime bien utiliser quand ça compte, où il sait que ça marche, avec un pourcentage de réussite. Donc, non, un des trucs aussi, c'est qu'il faudra vraiment que la course fonctionne. Il faut qu'on arrive à gérer l'horloge. Moi, ce que je veux, si notre défense arrive à faire le match qu'il faut, et que notre attaque revient plus souvent sur le terrain, je veux qu'on ne les relance pas, quoi. C'est surtout ça, quoi. Tu vois, je veux qu'on appuie vraiment sur le truc et que ils jouent les derniers drives à la vie à la mort et même s'ils reviennent à une possession, mais au moins que derrière notre attaque, elle les ait presque tués au bon moment, quoi. Voilà, parce qu'à un moment donné, ça passera plus. Hein. Comme je dis chaque semaine sur Twitter, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère pas cette année. J'espère pas que ça arrivera dimanche. Mais voilà, y a bien un moment donné où ça passera plus. Hein. Mais j'espère que ça n'arrivera pas dimanche. Le plus tard possible, comme dirait notre cher Thierry Roland. Voilà. Non, ce sera un match de boxe. Les deux équipes vont s'observer au début, comme tu disais, un petit peu de passe courte. Le premier qui se découvre, le premier qui prend le lead, je pense, va forcer l'autre à jouer au héros. Ouais. Et Mahomes, s'il peut jouer au héros, il sait le faire, il l'a déjà fait. Josh Allen, il aime pas trop être dans cette position-là et ça peut peut-être pour la première fois cette saison. Non, mais quand tu es vraiment derrière au score. Non, mais quand tu es derrière au score, attention. Bien sûr. Ça peut peut-être être ça qui va le forcer pour la première fois cette saison à faire des erreurs. Ça y est, Elvin, j'étais pas tendu. Ça y est, tu m'as tendu à la fin de l'épisode. On est hype ou on n'est pas hype là? Ah si, on est hype. Mais la preuve, c'est l'épisode le plus long de la saison, je crois. Donc, bref. Bon, on peut conclure, les gars. Et puis, on balance l'annonce, les gars. On la balance ou pas? Allez, let's go. Bon, ça sortira, ça sera, à mon avis, paru sur les réseaux sociaux. Mais les gars, on a une grande nouvelle avec Hugues, Elvin et puis Emilien. Nous venons de créer... ça fait ça. Hein. Nous venons de créer l'association. Voilà, donc l'association de supporters est enfin officielle. Et l'officialisation est arrivée aujourd'hui. Donc, la préfecture a validé le nom, validé tout. Donc, c'est officiel. Vous allez avoir donc sur les réseaux sociaux apparaître. Donc, on va mettre ça sur le compte du podcast. Ça sera le plus simple. Et on va faire paraître ça sur les réseaux sociaux. Donc, le podcast, @HBTCFR. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre. Et pour ceux qui suivent, voilà, vous aurez la campagne d'adhésion. On est en train de vous préparer tout ça en off. On va discuter après l'épisode, là, tout ça. Et voilà, donc on est fiers de vous le dire et c'est une grande aventure qu'on se lance, donc qu'on se lance en tant que création de la première fan club. Le premier fan club France des Kansas City Chiefs. Et voilà, c'était un bonheur. Et les copains m'ont suivi, je leur ai balancé l'idée il n'y a pas si longtemps. On avait déjà parlé un peu en off-saison l'année dernière. Et là, j'ai vraiment poussé le truc et du coup, j'ai tout, voilà, ils m'ont accompagné gentiment dans le beau projet et apprêtez-vous parce qu'il y a des annonces qui vont sortir. Donc,
dont un énorme tailgate de pré-saison. Et ça les gars, Let's go. ça va être super cool. Mais restez à l'affût et restez, on vous demande d'adhérer à l'association. Vous verrez, c'est une petite adhésion au départ. Mais après, on essaiera de prévoir des trucs. Mais déjà, restons à notre place et vivons bien, vivons cachés. Et je pensais jamais vivre ça un jour. Mais voilà, on l'a fait, on l'a créé. Et je suis fier de vous, les gars. Et merci à vous d'avoir dit oui et d'accompagner sur ce super projet, parce que je pense qu'on va pouvoir vivre de beaux trucs tous ensemble. Et même si notre franchise, elle vient à perdre plus souvent après par la suite, on sera toujours là et ça sera un bonheur de partager ces beaux moments-là en tant que fan de la franchise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Président. Non, ça fallait pas le dire. Bon, on y va les gars, on conclut. Luc, je te laisse le mot de la fin. Et ben sur ce, j'espère que vous avez bien kiffé l'épisode à nous écouter. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief du match. On pourra enfin savoir le résultat. Allez, bonne fin de journée, salut. Ciao tout le monde, à bientôt. Ciao, ciao. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line, 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime, 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back, first down and goal to go. Play action fake, right side throw, touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game, 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class, because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.